Et si, en une seule nuit à Genève, le destin de toute l'Afrique avait basculé? Imaginez, le 26 septembre 2025, dans un hôtel discret, Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, rencontre Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN. À huis clos, loin de tous, une proposition pesante tombe. L'OTAN veut rouvrir une base militaire au cœur du Sahel. En échange, elle promet monts et merveilles, aide économique, sécurité, garantie politique. Mais derrière ces promesses, un doute ronge la salle. À qui profitera vraiment ce pacte secret? Traoré sent le piège. L'Afrique doit-elle encore livrer ses ressources en échange de promesses occidentales? L'accord n'est pas qu'une question de défense. L'OTAN cherche-t-elle une nouvelle emprise sur la région ou prépare-t-elle une riposte aux influences rivales? Pourquoi tant de générosité soudaine et quels intérêts inavoués se cachent derrière ce partenariat? La tension monte. Traoré hésite. Céder, c'est accepter la pression et risquer de voir l'Afrique rester sous tutelle. Résister, c'est défendre l'indépendance, mais au risque d'isoler son pays et de réveiller la colère des grandes puissances. Tout se joue sur un fil. Une décision, prise dans l'ombre, pourrait bouleverser l'avenir de tout un continent. Accepter, c'est prolonger la dépendance. Refuser, c'est choisir la souveraineté, mais au prix d'un saut dans l'inconnu. Dans cette atmosphère électrique, chaque mot prononcé pèse lourd. Le choix de Traoré sera-t-il celui du renouveau ou d'un retour au statu quo? L'histoire du Sahel est celle d'un engrenage. Interventions étrangères, bases militaires, ressources pillées, promesses trahies. Depuis plus de 40 ans, les puissances occidentales se succèdent, toujours sous couvert de sécurité. On se souvient d'opérations Flintlock, ces manœuvres américaines répétées chaque année depuis le début des années 2000. Officiellement, il s'agissait de renforcer les capacités locales. Mais sur le terrain, elles n'ont laissé qu'une dépendance amère et un sentiment d'impuissance face à une violence qui persiste. Prenons l'exemple d'un village du nord du Burkina Faso. Les habitants se rappellent qu'avant l'installation d'une base étrangère, ils circulaient librement, cultivèrent leurs champs. Après l'arrivée des soldats étrangers, la zone a été bouclée, les déplacements restreints, et la peur est devenue quotidienne. Les marchés se sont vidés, les écoles ont fermé, et la jeunesse a commencé à fuir vers le sud ou l'Europe. La base de drones américains à l'aéroport de Niamey, au Niger, cristallise ce malaise. Présentée comme un rempart contre le terrorisme, elle est devenue pour beaucoup le symbole d'une surveillance étrangère, d'un contrôle invisible sur les terres africaines. Derrière les visages et les uniformes qui changent, la logique reste identique. Consolider des positions extérieures, maintenir le Sahel sous tutelle. La construction de cette base, financée à hauteur de 110 millions de dollars, avait été vantée comme un progrès technologique majeur. Mais sur le terrain, les habitants de Niamey ont vu surtout des routes bloquées, des zones interdites et un balai incessant de camions blindés. Les promesses d'emplois locaux se sont envolées, remplacées par le bruit des drones et la méfiance envers les nouveaux maîtres du ciel. Au cœur de ces tensions, il y a le pillage des ressources. Depuis la fin des années 1970, la France exploite l'uranium nigérien pour alimenter ses centrales nucléaires. Derrière les grilles des mines d'Arlit, exploitées d'abord par Areva puis Orano, les promesses de développement ne sont jamais sorties. Tandis que la lumière brillait à Paris, les villages voisins s'enfonçaient dans la misère. Pour comprendre ce paradoxe, il suffit de comparer les chiffres. Alors que la France tirait plus du quart de son uranium des mines nigériennes, l'électrification des villages autour d'Arlit n'a jamais dépassé 10%. Les écoles manquent de fournitures, les dispensaires ferment faute de médicaments, et les routes sont impraticables. Un chef de village disait, amer, « Notre sous-sol éclaire Paris, mais nos enfants font leurs devoirs à la lueur de lampes à pétrole. » Et pourtant, malgré la présence militaire étrangère, la sécurité s'est dégradée. Depuis l'arrivée massive des troupes françaises, le nombre d'attaques terroristes a été multiplié par 3. La population n'a pas trouvé de protection, mais une peur chronique et une colère sourde contre une insécurité devenue ordinaire. En 1983, le Mali subissait une poignée d'attaques armées chaque année. 30 ans plus tard,
après l'opération Serval puis Barkhane, ces chiffres se comptaient par centaines. Les habitants de Tombouctou, autrefois fiers de leur cité caravanière, vivent aujourd'hui barricadés derrière des murs, craignant chaque nuit le passage de groupes armés. Les écoles ferment, les marchés s'éteignent, et la jeunesse, privée d'avenir, rêve d'ailleurs. Pour beaucoup, l'intervention étrangère est vécue comme une humiliation. Chaque nouvelle mission de stabilisation accentue le sentiment d'être dépossédé de ses richesses et de ses choix. Ce paradoxe ronge. Chercher la sécurité, récolter la dépendance et la spoliation. On se souvient de la République démocratique du Congo dans les années 60. Les troupes de l'ONU venues pour pacifier le pays ont fini par y installer une présence durable, sans jamais régler les conflits de fond. Le pays, riche en cuivre, cobalt et diamants, n'a jamais vu la paix promise, mais a connu des décennies d'instabilité et d'exploitation. Continuer sur cette voie, c'est condamner la région à l'appauvrissement, à l'exil de sa jeunesse, à l'éternelle tutelle occidentale. La boucle semble impossible à briser. Mais cette fois, sous la pression de l'OTAN et de ses promesses ressassées, Ibrahim Traoré va rompre le silence. Un choix qui ouvrira une brèche, et peut-être un espoir. À Genève, loin des regards, une rencontre secrète se prépare. L'heure est venue pour Traoré d'affronter les puissances réunies autour de la table. Dans la salle feutrée d'un hôtel genevois, la tension crépite. D'un côté, les représentants de l'Alliance Atlantique déroulent un tapis de promesses, sécurité renforcée, installation d'une base militaire ultramoderne, protection des sites miniers et soutien massif via le Fonds monétaire international. Chaque mot est pesé, chaque offre calibrée pour séduire le jeune président burkinabé. L'OTAN vante la stabilité régionale, la lutte globale contre le terrorisme, l'assurance d'un avenir prospère pour le Burkina Faso. Mais derrière ces formules se dessine un dessin plus vaste, ancrer durablement l'influence occidentale au cœur du Sahel. Ce n'est pas qu'une base qu'il propose, c'est un contrat d'allégeance, une mainmise sur la trajectoire d'un peuple. Pour illustrer la portée de cet accord, on peut évoquer le précédent de Djibouti. Dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique, la base militaire américaine s'est installée il y a 20 ans, promettant emploi, infrastructures et stabilité. Mais la population locale n'a vu que peu de changements. La pauvreté demeure, les infrastructures profitent surtout aux expatriés, et le pays reste dépendant de la rente militaire. L'indépendance se dilue dans les contrats signés en anglais, loin du peuple. Ibrahim Traoré, visage fermé, oppose la mémoire douloureuse de son pays. Il évoque les promesses trahies, les bases étrangères devenues symboles d'ingérence et de spoliation. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Afrique a vu défiler des missions, des pactes, des interventions au nom du progrès. Pourtant, la pauvreté s'accroche, les routes s'effondrent, les hôpitaux se vident, et les mines enrichissent des banques lointaines. Le président ne se limite pas à dénoncer. Il interroge, frontalement. Pourquoi le terrorisme prospère-t-il là où s'installent les bases étrangères? À chaque arrivée d'une force occidentale, la violence explose. Les faits sont têtus. Au Mali, au Niger, au Burkina, la présence de l'OTAN ou de la France a précédé, non la paix, mais une flambée de l'insécurité et des groupes armés. Prenons l'exemple du nord du Mali, où la MINUSMA, la force de l'ONU, s'est déployée en 2013. Malgré la présence de milliers de casques bleus, les attaques djihadistes se sont multipliées, les enlèvements de fonctionnaires et d'enseignants sont devenus monnaie courante. Les populations locales, désabusées, parlent d'une paix sous surveillance, qui ressemble plus à une occupation qu'à une solution durable. Dans ce décor de lustre suisse, le face-à-face se mue en duel d'idées. D'un côté, un projet d'ordre mondial piloté par quelques nations, échangeant protection contre accès illimité aux richesses et implantations militaires. De l'autre, un refus net de céder la moindre parcelle de souveraineté, l'ambition de briser le cercle de la dépendance, et l'espoir d'une indépendance africaine réelle. Les enjeux sont vertigineux. Rejeter l'offre, c'est risquer l'isolement, la fin des aides, la colère des puissances et des sanctions. Accepter, c'est prolonger une soumission où chaque crise impose de quémander le droit d'agir. Traoré pèse chaque mot. Sa décision dépasse les frontières du Burkina Faso,
elle pourrait dessiner la route d'un continent entier. La tension monte d'un cran. Les arguments de l'OTAN rebondissent sur la détermination inflexible de Traoré. Il refuse de brader l'avenir de son peuple contre des garanties déjà 1000 fois promises et rarement tenues. L'ordre établi vacille dans cette pièce close. L'avenir du Sahel, et peut-être de toute l'Afrique, se joue en silence. Mais la portée du choix de Traoré ne s'arrêtera pas là. Son refus va provoquer une onde de choc dont les répercussions bouleverseront bien au-delà des murs de Genève. Les émissaires européens, déstabilisés, cherchent une faille dans la posture de Traoré. Mais déjà, le président burkinabé prépare son retour vers Ouagadougou, où l'attend un nouveau bras de fer. Le refus de Genève explose sur les réseaux. L'Afrique ne suit plus. Elle invente ses propres règles. À peine la déclaration d'Ibrahim Traoré relayée, tout bascule. Le monde entier assiste, incrédule, à une onde de choc qui traverse le Sahel. D'autres chefs d'État, jusque-là prudents, s'alignent derrière le président burkinabé. Les négociations prennent une tournure inédite. L'Alliance du Sahel, lassée de la tutelle occidentale, accélère ses discussions avec la Turquie. Quelques semaines plus tard, un accord historique est signé. Acquisition de drones Bayraktar TB2, symbole d'un choix technologique et stratégique assumé. Ce partenariat marque un nouveau départ. D'autres axes émergent, reliant Bamako, Ouagadougou, Niamey, où les présidents dialoguent enfin d'égal à égal. L'alliance se renforce, militairement et politiquement. Cette fois, les réunions se tiennent sans observateurs européens. Un parallèle frappant peut être fait avec la vague de non-alignement des années 1960. À l'époque, des pays comme l'Inde, l'Égypte ou la Yougoslavie avaient refusé de choisir entre blocs Est et Ouest, créant le mouvement des non-alignés. Leur exemple avait ouvert de nouveaux espaces de négociation et permis, tant bien que mal, de préserver une certaine autonomie dans les choix stratégiques. Aujourd'hui, l'Afrique tente à son tour de poser ses propres jalons et d'affirmer son indépendance diplomatique. À Washington, la riposte ne tarde pas. Sanctions, gel d'avoirs, menaces à peine voilées, la Maison-Blanche veut faire payer l'affront. À Bruxelles, c'est la panique. L'Union européenne sent qu'elle perd le contrôle. Mais à Moscou comme à Pékin, les regards brillent. Les deux capitales flairent une occasion unique d'étendre leur influence sur un continent en pleine mutation. En Afrique, l'image d'Ibrahim Traoré franchit la sphère politique. De Dakar à Douala, la jeunesse descend dans la rue, brandissant son portrait. Il devient l'icône d'une génération décidée à rompre avec le passé. Les réseaux sociaux s'embrasent, ses discours sont remixés et partagés. Non à la tutelle, oui à la souveraineté. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'un leader ose dire non et s'y tenir. Des artistes, des écrivains, même des footballeurs reprennent son nom. Traoré s'érige en symbole, inspirant confiance et audace. Peu à peu, les lignes bougent. Ceux qui, hier encore, étaient traités de radicaux parce qu'ils refusaient l'Occident, deviennent des voix recherchées. Les débats télévisés prennent un ton neuf. Les éditorialistes parlent ouvertement d'une Afrique maîtresse de son destin. Mais cet élan s'accompagne de dangers. En écartant l'Ouest, l'Afrique attire d'autres ambitions. La Russie et la Chine avancent, chacune promettant respect et partenariat, mais rêvant aussi de ressources clés. L'Afrique doit apprendre à négocier sans redevenir le terrain de jeu des grandes puissances. Pourtant, une fenêtre s'ouvre. Pour la première fois depuis des décennies, le rapport de force s'équilibre. Les peuples sentent qu'ils peuvent peser sur les choix de leurs dirigeants. L'idée d'une Afrique souveraine n'est plus un slogan. Elle devient une option crédible, presque réelle. Regardons le cas du Rwanda, qui a su, après le génocide, se relever en diversifiant ses partenariats, en misant sur l'éducation et la technologie, et en refusant la dépendance à l'aide étrangère. Kigali, aujourd'hui, attire des investisseurs africains, asiatiques et européens, sans jamais renoncer à son indépendance décisionnelle. Certes, ce chemin n'est pas sans embûches, mais il prouve que des alternatives existent. Mais l'histoire n'en reste pas là. Très vite, une vague de révélations éclate, exposant l'ampleur du jeu américain dans l'ombre. Pour Ibrahim Traoré, c'est l'occasion de transformer son refus en victoire éclatante, capable de résonner bien au-delà du Sahel.
Les coulisses de ces révélations dévoilent un réseau complexe d'influences et d'opérations secrètes. Les conséquences pour la région et ses dirigeants deviennent explosives. Parfois, la parole est plus redoutable qu'un drone ou qu'une base militaire. Une voix qui refuse de se vendre peut fissurer les murailles du pouvoir. La fuite du projet de l'OTAN l'a révélé, chaque promesse de sécurité cachait, en filigrane, la main invisible de Washington. Ce n'était pas qu'un accord, mais une prise de contrôle déguisée. Quand les ficelles apparaissent, la méfiance de Traoré se transforme en lucidité pour tout un continent. Ibrahim Traoré ne se contente pas de dire non. Il prend la scène, non pour lui seul, mais pour une génération entière. Sa parole, tranchante et sans ambiguïté, exhorte à refuser d'être un pion sur l'échiquier des puissances. Sa voix, jadis isolée, devient rassembleuse. Alors, quelque chose cède. La sincérité de Traoré donne à son message une puissance contagieuse. Il court dans les rues, enflamme les réseaux sociaux, s'invite jusqu'aux ateliers d'artistes. L'indépendance cesse d'être un mot creux. Elle devient une fièvre, gagnant Ouagadougou, puis Bamako, Niamey, Dakar. Dans chaque quartier, on s'empare du mot d'ordre. Les chansons changent, les graffitis explosent, les débats s'enflamment. Ce qui semblait n'être qu'une posture solitaire se mue en mouvement collectif. L'Afrique découvre qu'oser dire non à l'ordre établi peut devenir une arme de construction massive. Traoré n'est plus seul dans sa lutte. Il incarne désormais un réveil, un symbole continental. Tenir tête ne divise plus, cela unit. Mais la riposte ne se fait pas attendre. Si les Africains laissent partir leurs récits, d'autres, à Washington, à Paris ou ailleurs, l'écriront à leur place. Avec eux fileront l'avenir, les ressources, la dignité. Mais si le récit est repris, si l'histoire devient bannière, alors l'équilibre du monde pourrait basculer. L'enjeu est immense, le choix sans retour. Écrire sa propre histoire ou laisser d'autres la signer à sa place. Ce frémissement n'échappe à personne. Désormais, l'Afrique ne se contente plus d'écouter. Elle s'apprête à parler d'une seule voix. Mais chaque réveil attire ses propres tempêtes. Comme lors des indépendances dans les années 60, où l'enthousiasme populaire avait cédé la place aux coups d'État, aux manipulations étrangères et aux guerres civiles, chaque pas vers la souveraineté s'accompagne de risques. Pour ne pas retomber dans les pièges du passé, il faudra bâtir des institutions solides, miser sur l'éducation citoyenne et la transparence, et renforcer l'intégration régionale. Des solutions concrètes émergent, instaurer des audits citoyens sur les contrats miniers, créer des universités panafricaines pour former les élites locales, investir dans l'agriculture et le numérique pour limiter la fuite des cerveaux. Des ONG locales proposent déjà des plateformes de suivi des projets financés par l'étranger pour garantir que les fonds profitent vraiment aux populations et non à des élites complices. Jusqu'à ce jour, l'histoire n'a été écrite que par les puissants. Mais à Genève, quelque chose a changé. Ce qui s'est joué là-bas dépasse l'actualité immédiate. C'est l'irruption d'une nouvelle narration, celle d'une Afrique debout, qui refuse d'être reléguée au silence par la force ou l'habitude. Face à la proposition écrasante de l'OTAN, Ibrahim Traoré n'a pas reculé. Son refus n'était ni bravade, ni posture. C'était le cri de millions d'Africains lassés des promesses creuses et des accords imposés de loin. Trop souvent, l'histoire du continent s'est écrite sans lui, parfois contre lui. Mais ce jour-là, un jeune leader a dit ce que tant attendait depuis tant d'années. Non. Non à une nouvelle base. Non à la dépossession des ressources. Non à des partenariats de façade. Ce geste n'est pas un simple éclat, mais une onde de choc. Il traverse les frontières du Burkina Faso et allume l'étincelle d'un élan plus vaste, celui d'une souveraineté retrouvée, d'une union rêvée, d'une renaissance espérée. Certains voudront minimiser ce choix, l'étouffer dans le bruit des crises et des contrefeux médiatiques. Mais l'ignorer, c'est accepter que la voix africaine s'efface encore, que ses richesses échappent à son peuple et que l'avenir lui soit dicté. Au contraire, faire circuler ce récit, c'est prendre parti. C'est prouver qu'un autre chemin est possible, mû par la volonté d'un continent qui se redresse. Il ne s'agit pas de brandir des slogans ni de se réfugier dans l'utopie, mais d'affirmer qu'un non, parfois,
a plus de valeur qu'un compromis. La dignité d'un peuple ne se troque pas sous la menace. Ce choix n'est pas sans péril. Il y a le risque d'isolement, d'instabilité, de représailles. Mais il y a aussi la promesse d'un réveil, d'une Afrique qui ose revendiquer sa place et sa vision du monde. Que chacun entende cette leçon. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une conquête quotidienne. Elle exige du courage, de la mémoire, et la force de dire non à l'inacceptable. Désormais, l'histoire ne s'écrit plus uniquement à l'ombre des grandes puissances. Aujourd'hui, chaque citoyen africain peut saisir la plume, et vous, qui écoutez, en êtes déjà les acteurs. L'avenir du continent dépendra de la capacité de ces peuples à transformer ce moment de rupture en dynamique positive. Cela passe par l'union, la vigilance et la créativité. Refuser la tutelle, c'est aussi inventer ses propres institutions, investir dans la jeunesse, valoriser les langues africaines, l'innovation et la culture. Dans chaque capitale, chaque village, une question demeure. Que voulons-nous transmettre aux générations futures? Un sol pillé ou un continent debout? La réponse